Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous êtes bien installés. Merci de participer à cet atelier ce matin que nous allons co-animer avec Chiara. Dans un instant, on va se présenter personnellement. Est-ce que vous êtes tous bien installés, bien assis? Oui. Bon. On voudrait un atelier donc dédié à la RH internationale et à la mobilité internationale qui se veut un peu interactif. Donc, n'hésitez pas à participer, à poser des questions. Ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps de travailler sur la mobilité en tant que telle, et puis de vous donner la parole sur les 15 dernières minutes de l'atelier, donc plutôt à partir de 10h30, 10h45. Bienvenue aussi à distance. Il n'y a pas que le boulevard Haussmann, il y a aussi notre audience derrière son écran. Donc, bonjour à toute la France en quelque sorte. En quelques mots, je suis Morgane Pinault. Je suis responsable régionale au sein d'Altios, sur la partie ouest de la France. Et puis, j'ai l'honneur de diriger la practice RH. Sujet qui vous tient à cœur puisque vous participez à cet atelier. Et je vous présente Chiara à mes côtés. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à notre public à distance. Chiara Poggi Ferrero, je suis associée de DS Avocats, je dirige le département de Desk Internationaux, où à ce titre, j'ai l'honneur d'accompagner de nombreuses entreprises européennes et étrangères dans le projet d'investissement vers la France et de la France, et à ce titre d'intervenir plus particulièrement dans les aspects juridiques de la mobilité internationale des salariés. Et oui, il faut identifier les talents, les séduire, les installer sur place, mais il faut aussi avoir toujours une stratégie juridique pour les garder, pour les maintenir et pour se séparer des cas échéants dans les meilleures conditions. Merci Morgane, c'est à toi. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui parle de prison, de stupéfiants et de gouvernement chinois. Ce n'est pas le prochain blockbuster américain, pas du tout. C'est l'histoire vraie et finalement assez banale d'un de nos clients qui cherche à se développer sur le marché chinois. Donc, les faits remontent à peu près 18 mois. Lors de la première édition de l'Import-Export Show en Chine, à l'époque, le gouvernement chinois décide de mettre en place un salon qui va prouver que la Chine fait bien appel au commerce extérieur pour se développer. Donc, c'est un grand rassemblement, une grande manifestation. Il y a même des jours fériés qui sont octroyés aux Chinois lorsque le président se déplace. Et puis, donc c'est le week-end de la Toussaint. Je reçois un coup de fil de mon patron de filiale qui me dit « Morgane, le responsable Asie de notre client est en garde à vue. Donc, préparons-nous au pire. » Et en effet, le gouvernement chinois, à ce moment-là, cherche à être très, très vigilant sur l'exercice des patrons occidentaux basés en Chine qui cherchent à développer leur activité pour être sûr qu'ils sont bien dans le cadre juridique, légal, fiscal, etc. Donc, il y a tout un tas d'arrestations aléatoires et notre client est arrêté, placé en garde à vue, le temps de mener une enquête à son sujet. Cette fameuse personne appelle mon patron de filiale et lui dit « Écoute, j'ai le droit à un seul coup de fil, je suis en garde à vue, sors-moi de ce trou, je ne suis pas rassurée, je ne sais pas ce qui va m'arriver, j'ai rien fait de mal, donne-moi un avocat, préviens la maison mère en France, n'alerte surtout pas ma famille, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. » Bon. Donc, on lui donne un avocat, et c'est comme dans les films américains, il y a un seul coup de téléphone quand on est en garde à vue en Chine, j'espère que ça ne vous arrivera jamais. Mais voilà, il faut se préparer, il faut bien choisir son interlocuteur. Donc, on lui donne un avocat, on appelle la maison mère, et au bout de quelques jours, le responsable d'Asie sort de prison. Il a été auditionné à plusieurs reprises. Ils ont mené une enquête à son sujet, ils ont vérifié le paiement de ses impôts, etc. Ils sont remontés jusqu'à la maison mère pour savoir si ils ont bien fait les choses d'un point de vue conformité. Et puis, il a aussi des analyses médicales. Et ce qui se passe, malheureusement, c'est que test d'urine négatif, mais il prélève des cheveux. Et dans ces cheveux, il trouve des traces de cannabis. Or, en Chine, on ne peut pas consommer de cannabis. Donc, il est interrogé, et finalement, il est rentré en France, il a participé à une soirée, des amis ont consommé, donc c'est pas lui.
Bref, résultat des courses, il est expulsé de Chine, il ne peut plus y revenir. L'entreprise faisait 500 000 euros de développement de business localement, donc coup de frein à son activité. Et fort heureusement, l'entreprise française s'était rapprochée de nos services pour mettre en place une solution de portage salarial. Donc, Altios était son employeur. Le collaborateur était bien enregistré dans tous les organismes nécessaires et indispensables. Il payait bien ses impôts. Donc, il n'y a pas eu de répercussions, si ce n'est peut-être un ralentissement du business développement en Chine pour l'entreprise française. Donc, comme quoi, il faut vraiment prendre cette chose au sérieux. La stratégie RH est indispensable aujourd'hui dans le développement de l'internationalisation des entreprises. C'est un sujet très sérieux. Et la crise actuelle, avec les frontières fermées, nous le prouve encore plus. Donc ça, c'était simplement une petite mise en bouche. Nous sommes assez nombreux aujourd'hui dans la salle et je sais que vous avez tous des niveaux de maturité différents dans votre internationalisation. Donc, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est vraiment de lister toutes les solutions les plus faciles et efficaces à mettre en œuvre pour assurer un développement international à partir de vos richesses humaines. Et puis ensuite, je passerai la main à Chiara pour traiter des aspects très techniques. Ça vous va? Parfait. Donc aujourd'hui, on sait bien que l'export, donc envoyer un produit d'un point A à un point B, commence à toucher ses limites. Donc il faut devenir local. Pour devenir local, on va lister 3 solutions possibles. La première, ça va être une solution très légère sur un temps bien défini, qui est le VIE. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cette solution? Oui, vous l'avez mis en œuvre ou peut-être vous bénéficiez de… Très bien. Donc, on va très vite passer sur ce dispositif, comment on le met en place, comment on le gère, quelles sont les limites aussi et les axes d'accélération. La deuxième solution, ce sera le local. Je recrute en local. Comment je fais pour afficher cette proximité avec un collaborateur sur place? Et puis la dernière sera vraiment liée à la mobilité internationale. J'envoie mon bras droit, j'envoie un talent qui fait déjà partie de mon entreprise à l'autre bout du monde. Donc, par rapport au VIE, le VIE, c'est un dispositif de l'État français qui permet d'envoyer pour une mission bien déterminée de 12 à 24 mois un jeune talent à l'autre bout du monde pour développer une activité d'une entreprise française. Ce dispositif existe depuis les années 2000 et il y a un certain avantage puisque c'est l'État qui met en place ce dispositif-là. Il va y avoir un avantage en matière d'immigration puisqu'il y a des liens entre les différents États. Il va y avoir un avantage dans le recrutement puisque aujourd'hui vous avez une seule plateforme qui s'appelle CiviWeb qui vous permet de recevoir toutes les candidatures des VIE et des jeunes talents qui sont intéressés pour partir à l'étranger. Et surtout, vous avez un aspect financier qui est intéressant puisque c'est plus exonéré de charges. Donc, le VIE, vous avez un jeune talent qui a moins de 28 ans et qui va développer pour vous une activité. Ce dispositif est très recommandé pour, par exemple, analyser un marché en amont, pour être sûr qu'à un moment donné, il faudra investir sur ce marché-là. Il va être très intéressant pour animer un réseau de partenaires. Vous êtes déjà présent sur le territoire, vous devez animer votre réseau de partenaires, il vous faut quelqu'un. Le VIE peut être une solution temporaire, bien sûr. Et puis, le dernier point, c'est que vous voulez renforcer votre entité en local. Vous avez envie d'avoir un jeune talent plein d'énergie qui va vous représenter en local, par exemple pour du contrôle de gestion, pour des activités comptables. Le VIE est un super dispositif. Le bémol, bien entendu, c'est la jeunesse, puisque forcément, on a affaire à une population assez peu expérimentée. Le gros des candidats ont entre 23 et 24 ans, donc pas ou peu d'expérience. Du coup, la sélection est compliquée, puisque la personne n'a pas encore fait ses preuves. Et pour avoir du coup un candidat qui excelle, on est un peu moins sûr. Et puis, il y a le côté, évidemment, intégration dans le pays, appréhension, compréhension des codes culturels et maîtrise de la langue, qui peut être un peu compliqué. Donc, cette solution est vraiment idéale pour analyser un marché plutôt en amont, ou en complément d'un dispositif existant. Ensuite, il faut veiller à la bonne gestion de votre collaborateur, de votre VIE. Business France, en règle générale, puisque c'est Business France qui octroie ce service, demande à ce qu'il y ait une structure d'hébergement et de supervision dans le pays que vous visez.
pour ne pas tout simplement laisser votre collaborateur à l'inconnu. Ce qui est aussi très pertinent, c'est comme ça vous le fidélisez. Il faut savoir aujourd'hui que moins de 50% des VIE sont embauchés à l'issue de la période de 12-24 mois. Donc, vous avez malgré tout investi pour un risque d'échec et une non-fidélisation de vos talents. Donc, ça, c'est la première étape. La seconde, c'est bien sûr le local. On a beaucoup de clients ces derniers temps qui me disent, bon, les frontières sont fermées, je me recentre sur mes marchés stratégiques, et pour me recentrer sur mes marchés stratégiques, j'embauche en local. Peu importe ce qui se passe dans le monde, j'embauche en local. Donc ça, c'est, on va dire, le Graal en matière de stratégie RH. Si vous êtes en capacité à pouvoir recruter le bon talent, l'embaucher sur place, et le manager et le fidéliser, bon, vous avez un expert qui maîtrise son marché, qui maîtrise votre secteur d'activité, c'est l'idéal. Pour booster le business développement, pour traiter de grosses opérations, c'est le plus pertinent. Maintenant, la difficulté sur ce sujet-là, c'est bien évidemment son recrutement. Comment vous allez faire? Vous êtes en France, vous devez recruter à l'autre bout du monde, vous ne connaissez pas les codes sociaux, vous ne connaissez pas les codes culturels. Comment un cabinet de recrutement manage son candidat pour l'emmener jusqu'à la ligne finale et l'embaucher? Ça peut être inconnu. Donc, heureusement, il y a pléthore d'acteurs sur le marché qui peuvent vous aider, à l'instar de notre groupe, en tant que cabinet de recrutement international. En matière de mise en place sur la ressource locale, c'est assez simple, puisque là, on n'a pas de question d'immigration. La personne est souvent locale. Éventuellement, si la personne est de nationalité française, par exemple, et qu'elle change d'entreprise, il y a un changement de permis de travail. Mais c'est assez simple. Et en matière de gestion, ce qui est plébiscité par nos clients, c'est le partage salarial. Ou la gestion salariale selon le pays, les contraintes réglementaires. Le portage, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez cette notion? Est-ce que quelqu'un a déjà fait appel à cette solution-là? Oui. Okay. Bon, vous n'êtes pas très nombreux, donc je vais revenir sur le sujet. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier d'un tiers qui va vous fournir un véhicule administratif pour déclarer votre collaborateur, le gérer au quotidien, réaliser ses bulletins de paie, verser son salaire, rembourser ses notes de frais, le déclarer à tous les organismes sociaux, fiscaux, etc. nécessaires, et donc de vous libérer de toutes ces contraintes administratives, sociales, fiscales. À titre d'exemple, au sein de notre groupe, on porte 300 personnes pour le compte de nos clients. Ça vous permet d'avoir une implantation légère sans avoir à créer une structure. Donc, dans un premier temps, ça peut être aussi accélérateur de business. Et puis, au bon moment, vous créez votre structure. La question qui se pose, c'est comment je le fidélise? Parce que j'ai quand même investi sur une ressource experte, locale, qui ne partage pas forcément mes codes. Comment je fidélise? Donc ça, c'est une question de stratégie managériale. Ce sont des allers-retours, si c'est possible. Quand les frontières sont fermées, c'est un peu plus complexe. Mais c'est de l'outil collaboratif, c'est du souci des RH en local, c'est du souci des RH chez Altios, par exemple. On est avec votre collaborateur, on peut l'héberger, par exemple, on est à ses côtés. Donc, c'est vraiment réussir à resserrer l'encadrement autour de cette personne qui est au bout du monde et qui va rester avec vous pendant des années. Il faut aussi prévoir son plan de développement, son orientation, vers quoi il peut évoluer. Donc, la plupart du temps, on parle de responsabilité de zone, un responsable régional, par exemple. Donc, voilà pour le local. Vous avez des questions? Pas pour le moment? Parfait. Dernier point, la mobilité internationale. J'ai mon talent, je le connais, je lui fais confiance. Je veux le fidéliser, il a envie d'apprendre, il a envie de se développer à l'autre bout du monde, je vais l'accompagner. J'ai un projet d'envergure, en plus ça tombe bien, parce que je viens de racheter une structure, par exemple. J'ai besoin de mettre un peu de mon ADN et j'ai besoin de contrôler ce qui se passe en local. Donc, je vais envoyer ce collaborateur à l'étranger. Donc, c'est très puissant comme dispositif puisque vous fidélisez votre collaborateur, vous avez votre ADN qui est à l'autre bout du monde. Donc,
forcément, ça aide au développement local. Le point d'attention est le suivant, c'est l'immigration. Peut-être que tu reviendras sur le sujet. L'immigration peut prendre du temps, surtout par les temps qui courent. Donc, il faut bien s'assurer de ce sujet-là, qu'il soit maîtrisé. Il faut s'associer avec des experts qui vont vous permettre d'optimiser au mieux la présentation de vos dossiers, la présentation de votre collaborateur pour obtenir son visa et son permis de travail. Mais pas seulement pour votre collaborateur, pour sa famille. Puisque si vous envoyez votre collaborateur un bras droit, quelqu'un de confiance, à l'autre bout du monde pour développer votre activité, bien souvent, il y a un noyau familial. Il est primordial de s'entretenir avec ces personnes-là, les conjoints, les enfants, etc. Puisque, en règle générale, quand ce n'est pas bien géré, au bout de 2 ans, on revient en France, la famille ne s'est pas acclimatée, le conjoint ne s'est pas acclimaté, les enfants n'ont pas trouvé leur place dans ce nouveau pays, et vous avez perdu votre investissement. Pire, dans les 2 ans qui suivent leur retour, ils partent à la concurrence. Donc, il faut vraiment bien gérer ce noyau familial pour réussir à avoir un projet qui vous apporte des bénéfices. Là, j'ai le cas d'un de mes clients dans l'agroalimentaire qui a envoyé un couple, donc c'est un couple féminin avec un enfant. On a mis 6-9 mois à obtenir le visa de la conjointe parce que tout simplement, à Hong Kong, le Pacs et les couples gays ne sont pas reconnus. Donc, il y a beau avoir un mariage, un livret de famille, impossible de faire passer ça au niveau du gouvernement hongkongais. Au bout de 6-9 mois, on a quand même réussi. Le problème, c'est que la crise est passée par là. La première personne qui était partie avait un super bon salaire pour bien vivre à Hong Kong. Mais finalement, compte tenu de la crise, les résultats d'entreprise ne sont pas suffisamment bons, donc ils n'ont pas pu embaucher sa conjointe, qui était prévu à l'origine. Le deal d'origine, c'est je vous embauche à des timings différents, mais je vous embauche toutes les deux. Donc, elles n'ont plus assez de ressources pour vivre correctement à Hong Kong. Elles reviennent en France. Le problème, c'est que le contrat qui existe, qui est à l'origine, n'accorde pas les mêmes ressources financières ni le même titre. Donc, je doute que le responsable Asie reste très longtemps dans l'entreprise. Et là encore, c'est 500 000 € de cramé en 1 an et demi, pour finalement pas grand-chose. Donc, ce sont les quelques limites de la mobilité internationale. Maintenant, je vais laisser Chiara prendre la parole pour vous dresser les aspects techniques sur lesquels il faut être ultra vigilant pour avoir une expérience réussie. Merci Morgane, c'était très clair et très réel, et c'est d'ailleurs ce que nous aussi, en tant qu'avocats, vivons à côté de nos clients, dans les cadres de l'accompagnement à l'international, et plus particulièrement dans la mobilité internationale des salariés. Je vous prie d'excuser mon français, ce n'est pas ma langue d'origine à la base, et c'est une langue que j'aime beaucoup. Mais si je regarde un peu en arrière, moi aussi, je ne suis que le résultat des activités que font nos clients avocates italiennes, ensuite mutées en France, et qui de la France accompagnent des entreprises dans la circulation des talents en Union européenne et dans les pays tiers. Aujourd'hui, on est là pour parler d'internationalisation, donc des outbound de la France, mais de la France, ça veut dire au sein de l'Union européenne, tout d'abord, et ensuite dans les États tiers. Parce que juridiquement, les solutions sont différentes. On a toujours l'habitude, dans le langage des entreprises, de mélanger un peu les termes. Détachement, expatriation, impatriation, envoi à l'étranger. Il faut être particulièrement rigoureux parce que chaque cas d'envoi des salariés à l'international, c'est un cas qui implique l'analyse d'un point de vue juridique des contraintes des droits sociaux, du droit de la sécurité sociale et du droit fiscal, aussi bien du pays de destination que du pays d'envoi. En dehors de l'Union européenne, on a aussi les contraintes d'immigration. Focalisons-nous d'abord sur les solutions de détachement et expatriation au sein de l'Union européenne. Les règlements communautaires, depuis 1971, ont mis en place des règles très, très efficaces pour favoriser au maximum la circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne.
on ne va pas se focaliser sur les problématiques des travailleurs indépendants, des intérimaires. On ne parle que des salariés, parce que je crois que c'est ce qui nous intéresse. Quid aujourd'hui, quand vous, société française, vous souhaitez envoyer l'un de vos salariés, par exemple pour 10 mois, dans un pays de l'Union, vous avez la première possibilité, le détachement. Le détachement se configure dès lors que l'employeur demande à l'un de ses salariés, et il faudra s'assurer d'avoir une clause de mobilité dans le contrat de travail, de partir par exemple en Italie pour 9 mois, 10 mois, auprès d'une des sociétés contrôlées. On parle alors de détachement entre groupes. Il faudra rédiger un avenant du contrat de travail. Le salarié va travailler 10 mois, par exemple, auprès de notre filiale italienne, le temps un peu de s'acclimater, de voir si le dispositif a du sens. Et ensuite, on pourra prendre d'autres décisions. La sécurité sociale restera la française. C'est ça la particularité du détachement. Le détachement permet de faire partir un salarié à l'étranger, mais de continuer à payer les charges sociales dans les pays d'origine. Or, la France n'est pas le pays le plus attractif en termes de charges sociales de l'Union européenne. Très souvent, nos clients sont bien heureux de faire partir leurs cadres, leurs talents auprès de leurs filiales italiennes, espagnoles ou portugaises. Ça dépend un peu du marché que ces salariés doivent gérer et constatent le grand plaisir de payer des charges sociales moins importantes. Attention, on n'envoie jamais un salarié dans un pays parce qu'il y a une attractivité ou des avantages fiscaux ou de sécurité sociale. On envoie un salarié à l'étranger parce que c'est un talent, c'est un key asset de notre entreprise et on veut construire un projet avec lui. Je partage entièrement l'avis de Morgane sur l'importance de travailler sur la fidélisation des talents qu'on envoie à l'étranger parce qu'un salarié envoyé en Europe qui a fait un peu ses preuves dans un pays de l'Union pourra partir ensuite en Asie ou en Amérique latine ou en Afrique avec un intérêt très très fort pour l'entreprise parce que c'est quelqu'un des nôtres. Et en période de crise, les décideurs de nos filiales à l'étranger sont des personnes importantes. Ils font beaucoup en termes de gestion des équipes, de fidélisation et de maintien, si on peut dire ainsi, de l'ordre et des valeurs de la maison mère dans les filiales étrangères. Revenons donc à notre cas de détachement. Les salariés restent attachés à la sécurité sociale française. Les contrats de travail restent les français. On ne pourra licencier ce salarié que selon le droit français. Néanmoins, un ensemble de règles précises fixées par une directive communautaire et la loi qu'il a transposée dans chaque pays seront applicables dans les pays de destination à ces salariés. Quelles règles? La durée de travail. Si on envoie un salarié travailler en France, il travaillera 40 heures par semaine, pas 35. Les jours fériés seront les jours fériés du pays de destination. Les dispositions en matière d'hygiène et sécurité seront celles du pays de destination. C'est très important parce qu'en période de Covid, les obligations de l'employeur sur le port de masque ne sont pas identiques au sein de l'Union européenne. Si nous envoyons nos salariés dans l'un des pays en détachement, il faudra impérativement se conformer à la législation locale. Les salaires minimums du salarié devra être payé au moins avec les sommes qui sont prévues dans les pays de destination pour un poste équivalent à celui occupé par le salarié détaché. Troisième élément, la fiscalité. Ce n'est pas un vrai problème de l'entreprise, parce que c'est plutôt un problème du salarié, mais c'est très important dans la négociation. Dès lors que le salarié devient résident fiscal du pays de destination, parce qu'il va avec la famille ou parce que les critères qui sont fixés par les conventions de fiscalité sont remplis, le salarié devra accomplir les obligations déclaratives et des paiements d'impôts dans les pays de destination. Et attention, là aussi, parce qu'on peut se renseigner, il y a des pays qui aujourd'hui offrent des politiques d'attractivité pour l'impatriation des talents et celles-là sont applicables à nos salariés. Pour citer un exemple que je connais bien, l'Italie et l'Espagne aujourd'hui ont des mesures très attractives d'un point de vue fiscal pour détacher les salariés. La France aussi, je vois que dans la salle, on a des ressortissants d'États tiers ou des groupes d'États tiers. La France aussi a des politiques d'attractivité
la prime d'impatriation pour les non-résidents fiscaux qui viendraient travailler en France et deviendront, avec le grand plaisir, résidents fiscaux de la France. Donc, un détachement, la sécurité sociale est celle du pays d'origine, les contrats de travail est assujetti en partie au droit du pays d'envoi et en partie au droit du pays de destination, et la fiscalité est à regarder selon les conventions. Notre salarié a eu une bonne expérience de détachement de 10 mois, par exemple, ou de 12 mois, et on voudrait le garder encore en France. C'est là que j'ai cité mon exemple avec précision, parce que à compter du 30 juillet, dans l'Union européenne, les pays membres ont dû transposer une directive que la France a transposée première déjà en début 2019, qui limite les détachements à 12 mois. Attention donc à détacher les salariés plus que 12 mois, parce qu'aujourd'hui, le détachement est autorisé à 12 mois et non plus à 24 comme c'était avant, ou à 36 comme on le voit dans la pratique. En Union européenne, certes, on peut facilement détacher un salarié. Le détachement est particulièrement facile à mettre en place, mais on ne peut pas, comme c'est souvent dans l'esprit des lois de l'Union, continuer à bénéficier d'un dispositif qui n'est fait que pour permettre finalement à notre société de faire ses preuves dans un pays ou avec un salarié. La deuxième exception importante pour pouvoir maintenir un salarié rattaché à la sécurité sociale du pays d'origine est la pluriactivité. C'est un dispositif très peu connu par les entreprises de l'Union européenne et particulièrement important. La pluriactivité se configure dès lors que vous embauchez un salarié pour travailler concomitamment, mais de manière régulière et alternée, dans au moins 2 pays de l'Union. Typiquement, le responsable commercial chargé d'Italie, Espagne et Grèce, Europe du Sud. Cette personne travaille par exemple quelques jours par semaine en France et les autres jours de la semaine travaille à partir de l'aéroport. Quelle est la loi de sécurité sociale qui s'applique à ce salarié? Les textes communautaires encore nous aident et fixent la loi de sécurité sociale qui sera applicable à ces salariés, qui est celle du pays de résidence, si le salarié il travaille au moins 25% de son temps de travail. Pour rendre les choses simples, si notre salarié travaille une semaine par mois en France et les 3 autres semaines voyage au sein de l'Union ou dans des États tiers, et je me prépare pour le sujet d'après, ce salarié restera assujetti à la sécurité sociale du pays d'origine. C'est très important parce que demain, vous avez un contrôleur SAF ou des collègues de l'URSSAF dans les autres pays de l'Union, de l'une de vos filiales, par exemple l'Italie ou en Espagne, et si on constate qu'il y a un salarié qui vient de France régulièrement, une semaine par mois, ces organismes auraient bien le droit de dire « mais les charges sociales doivent être payées dans ce pays. Pourquoi vous ne les payez pas ?» On les paye en France parce qu'on a fait les formalités obligatoires avant de départ. Attention à vos contrats. On détient les A1 de la durée annuelle qui nous permet de donner la preuve que les salariés doivent rester assujettis à la sécurité sociale italienne et française. Et donc, l'organisme de sécurité sociale, par exemple espagnol, ne pourra pas réclamer des charges sociales. La pluriactivité ne connaît pas les limites du détachement. On n'a pas la limite de 12 mois. On n'a pas de formalité obligatoire à remettre à l'état de destination. C'est un dispositif très peu utilisé, très mal utilisé et particulièrement efficace pour permettre à nos salariés, ce que nous identifions talentueux, de faire leurs preuves au sein de l'Union. Et à partir de là, on est plus mature pour, au moins, on a une ressource de plus, pour faire nos preuves, voire renforcer nos marchés en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord ou du Sud. Et donc, on sort de la législation communautaire, et là, on est bien aux problématiques des sécurités sociales, des droits de travail et de fiscalité, mais qui sont réglées par d'autres dispositifs juridiques, autrement dit, les conventions internationales entre la France et les pays de destination. Pour rendre les choses simples et laisser la place au débat, si nous voulons expatrier
notre salarié, par exemple, en Chine ou en Afrique, comment le sécuriser, comment gérer au mieux de leur combat en solution locale. Je suis tout à fait d'accord avec Morgane, on n'a plus le portage salarial, les vieux sont des bonnes opérations, très efficaces, mais si on veut aller à la vitesse supérieure, on y va en local avec l'un de nos talons. Et dans ces cas-là, s'il est déjà au sein de la société, on pourra suspendre le contrat de travail, rédiger un contrat local pour les temps qui nous déciderons, très probablement un CDI local, avec des règles dans l'avenant du contrat de travail qui nous permettront de bien gérer le retour. Et les contrats locaux régissent le fonctionnement, l'activité du travail, le travail de notre salarié sur place. D'ailleurs, dans les États tiers, un contrat local sera nécessaire rien que pour obtenir un visa. Mais tous ces contrats doivent être rédigés compte tenu du projet que nous avons avec notre salarié et des politiques que nous avons au sein de notre groupe. Parce qu'on a tendance à dire que les thématiques juridiques et de mobilité sont des sujets pour les grands groupes. C'est faux. Une ETI française a des salariés qui vont développer des marchés par 1, 2, 3, 4 personnes. Et après, ces personnes sont celles qui voyagent de plus en plus dans les filiales. Et donc, ça, le fait d'avoir des politiques communes, d'avoir des règles sur la circulation de ces salariés, permet de réduire les litiges et les conflits. C'est très important de retenir qu'en France, le Code du travail prévoit une disposition particulièrement importante sur le retour d'un salarié qui aurait été transféré auprès d'une filiale à l'étranger par la société mère. Ce salarié devra se voir proposer par son employeur français un poste identique, à la mesure du possible, de ceux qui avaient avant son départ à l'étranger. Souvent, c'est très difficile de pouvoir lui reproposer un poste comme celui poste qu'il y avait précédemment ou une rémunération intéressante. C'est à partir de là qu'avoir bien négocié le départ, en prêtant particulièrement attention au préavis, pourra nous aider pour tenter une rupture du contrat à des conditions maîtrisées. Parce que le métier de l'accompagnement juridique de projets de mobilité internationale consiste véritablement dans les conseils pour préparer le retour, qui est le moment le plus difficile. Assurer l'aller, c'est facile, les salariés normalement sont enthousiastes de partir. Les packages normalement sont intéressants. En revanche, il faut se préparer à gérer les difficultés. Les difficultés pourront être de la climatisation locale, de l'incapacité des salariés à s'adapter aux coutumes, ou de sa famille, tu as parfaitement raison, ou encore et surtout les retours. Attention donc à vérifier bien la rédaction des contrats. En ce qui concerne la fiscalité, la sécurité sociale, les conventions normalement autorisent dans certains cas les détachements aussi à niveau international, mais avec beaucoup de prudence. La France prévoit un dispositif particulièrement efficace qui est la Caisse des Français à l'étranger, à laquelle on peut adhérer de manière spontanée, volontaire ou obligatoirement, les conditions dépendent des cas concrets. Et la fiscalité, très probablement, selon les conventions contre la double imposition, devra être traitée en prévoyant les obligations déclaratives des paiements dans les deux pays. Tout dépend vraiment des cas concrets, on ne peut pas généraliser comme ça. Donc, attention à vos politiques de mobilité internationale et en tout état de cause, poursuivez l'envoi avec les activités d'envoi des salariés parce que c'est ainsi que les entreprises développent véritablement leurs projets sur les marchés internationaux. J'espère avoir été rapide, mais on y tenait beaucoup avec Morgane à laisser la place à des questions. Et je vous remercie de votre attention. Alors, ne vous battez pas pour les questions, hein. Il nous reste 10 minutes. Monsieur. Alors, attention parce que contrat international, juridiquement, c'est un contrat qui est conclu entre la France, ou une société de droit français, et une société
d'un autre pays, ou en tout état de cause, c'est un contrat qui a des éléments d'internationalité. Donc, le fait qu'on fait partie d'un salarié à l'étranger, c'est un contrat international. Après, les contrats internationaux peuvent être de détachement, et dans ces cas-là, c'est une notion surtout au sein de l'Union européenne, parce que la règle est propre à l'Union européenne, ou à certaines conditions, si les conventions de sécurité sociale avec le pays de destination le prévoient, le détachement peut être appliqué aussi là-bas. Néanmoins, le contrat est toujours international. Sur les détachements, je vous rappelle, la loi la sécurité sociale est en principe celle du pays d'origine. On ne devra pas verser, cotiser sur place, sauf si l'organisme local le requiert. Et les contrats de travail restent celui d'origine. Les salariés seront licenciés selon le droit du pays d'envoi. La fiscalité dépend de la durée et du travail qui est fait par les salariés sur place. C'est toujours un contrat international, c'est une expatriation qu'on a un contrat local, parce que le détachement est très difficile à faire dans un pays qui ne le prévoit pas. Et donc, on devra passer par un contrat local. Et en cas d'expatriation, nous recommandons vraiment la suspension du contrat d'envoi d'origine et la conclusion concomitante d'un contrat local. Pourquoi? Parce que alors, pendant l'exécution du contrat de travail, on sait exactement à quelles conditions les salariés doivent travailler sur place, la durée du travail, tout est bien rédigé dans les contrats locaux, conformément au droit local. Mais toutes les situations d'anticipation des ruptures en vue de retour sont régies par l'avenant. Surtout, à quelles conditions l'employeur peut demander aux salariés de mettre fin à son travail local pour revenir, pour être rapatrié. Si on ne l'a pas rédigé, c'est compliqué. Oui, je voulais revenir sur les VIE. Vous avez indiqué tout à l'heure que moins de 50% des VIE n'étaient pas recrutés en fin de. C'est une question de compétence. Alors, a priori, il y a deux réponses probables, possibles. La première, c'est aujourd'hui, les personnes qui candidatent pour des VIE, donc au moins de 28 ans, sont parties, pour certaines d'entre elles, d'une nouvelle génération qui faut réussir à fidéliser. Donc, on a quand même, d'un point de vue culturel, on est face à une génération qui zappe beaucoup plus que les générations précédentes. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. La deuxième, c'est que bien souvent, les entreprises sont un peu opportunistes, exploitent ce dispositif VIE qui est hyper puissant et hyper intéressant pour elles, mais ne font pas l'exercice jusqu'au bout d'accompagner le jeune dans sa mission. Donc, bien souvent, et on est partenaire de Business France, on a quelques VIE dans nos locaux, dans nos centres d'affaires, on les coach, on est leurs collègues au quotidien. Quand il n'y a pas ça et cette cohésion et cette équipe qui se forme autour d'eux, si la maison mère les laisse un peu tout seuls, fait, je sais pas, le manager direct organise une réunion mensuelle pour suivre son collaborateur, ça ne marche pas. Donc, c'est à la fois, je pense, une question de génération, de culture, et à la fois un manque d'encadrement et de considération de son talent à l'autre bout du monde. De ne pas reconduire, de ne pas l'embaucher, bien sûr, bien sûr. Suffisant et c'est la contact client pour renouveler, d'éviter une certaine. Oui, mais est-ce que dans ce cadre-là, il vaut mieux penser son dispositif à positionner dans le pays en ayant un salarié qu'on fidélise? Je ne sais pas, c'est. Mais ça, et la décision, effectivement, la décision peut venir de l'entreprise. Hein. C'est pour ça que je parle d'opportunisme un peu.
nous y sommes. Je voudrais intégrer des entreprises également, avec beaucoup d'attention à la politique d'entreprise sur la gestion du milieu. Sinon, il y a des VIE à répétition, ce n'est pas forcément la bonne. Vous prêchez une convaincue, mais un jeune collaborateur éligible au dispositif VIE va pas forcément, s'il a peu d'expérience avant, il va pas forcément avoir le réflexe de s'assurer que son employeur va vraiment mettre tous les moyens et dans la réalité, hein, parce que mine de rien, on est tous dans nos activités. Le zapping peut être assez facile. Ah bah ouais, j'ai pas eu le temps de faire ma visio avec mon collaborateur cette semaine. Ah, je lui envoie un message, on est vendredi soir, là, je dois y aller. Lui, il est je sais pas, 8 h du matin parce qu'il est à l'autre bout du globe. Bon, allez, j'envoie un message et puis on se parle lundi. Vous savez si ces personnes bénéficient de l'assurance chômage en France, sous quelles conditions est-ce que... C'est une très belle question. Si on a sécurisé le départ, la personne normalement en bénéficie. Et normal. Alors, ça dépend de la structure auprès de laquelle la personne a été envoyée. Si c'est une société du groupe, la société a donc l'obligation de lui proposer un poste. Si il n'y a pas de poste identique, normalement, les discussions commencent pour une séparation. Et si les choses ont été faites correctement, normalement, la personne bénéficie du chômage si l'affiliation a été maintenue. Tout dépend de ce qui a été fait, parce que nous avons vu de tout. Moi, j'ai vu des cas où la personne a démissionné et a conclu un contrat local. J'ai vu des cas où, et donc les comptes de démission, évidemment, a été contesté ensuite, où l'avenant régit parfaitement toute cette situation. Et normalement, on maintient l'affiliation. Évidemment, les cotisations sont complètement différentes parce que la personne est à l'étranger. À certaines conditions, il y a la CFE qui trouve application et différemment, la personne rentrera en poste, sera très malheureuse, il ira voir un médecin, elle se mettra en maladie. Un jour, bientôt, elle arrivera à faire constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de son employeur. Et c'est pour ça qu'il faut bien gérer avant le départ. De manière générale, alors que le salarié rentre d'une expérience à l'étranger, voyons des négociations qui se font, les ruptures conventionnelles qui doivent être faites, évidemment, dans le respect des normes, qui ne doivent pas être demandées par l'employeur, mais par le salarié, par exemple, par un petit mail qui est envoyé par écrit, même s'il fait suite à une petite discussion verbale. Et c'est là qui devient très important le préavis qui a été négocié dans le contrat de travail. Parce que la discussion, là qu'on fait une rupture conventionnelle pour mettre fin à un contrat de travail d'un commun accord, on devra regarder la convention collective applicable, mais de manière générale, une indemnité sera due selon certains critères, un préavis sera dû et on se mettra d'accord sur une somme. Donc, si le préavis est très long, la somme sera très importante. Les salariés, informer des salariés avec l'habitude à partir à l'étranger pour des grands groupes français, comme par hasard, ont toujours des préavis très longs de leur viennent. C'est la seule chose qu'ils demandent d'ailleurs, qui est intelligente. Ils savent que probablement ils seront en poste dans les très grands groupes.
Parce que ces personnes-là, c'est une vie, c'est une carrière. Les familles aussi font 3 ans dans un pays, 3 ans dans un autre. Il y a toute la difficulté des écoles pour les enfants au collège, au lycée. Ils voudront être là où il y a les lycées français. Mais si les choses se passent mal, c'est là où il faudra faire attention. On arrive au terme de l'atelier. On a juste une question online. Est-ce que la formation est un outil de fidélisation pour un collaborateur à l'étranger? Bien évidemment, ça fait partie du package, la formation au niveau de la maison mère et puis la formation tout au long de son parcours avec vous. Donc oui, c'est un outil de fidélisation. Chiara et moi-même sommes disponibles pour répondre à d'autres questions, se voir dans la journée. N'hésitez pas. La stratégie RH doit être au cœur de votre stratégie d'internationalisation. Merci pour votre attention. Bon rendez-vous, bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir, bonne journée. Oui.